Bonjour à tous et à toutes. Émission spéciale législative au lendemain de ce premier tour. Quels sont les enseignements à tirer? Abstention record, raz-de-marée des candidats de La République En Marche, effondrement des partis traditionnels, division fratricide à gauche, un Front National absent du second tour dans la quasi-totalité des circonscriptions. Pour en débattre, voici donc nos invités sur ce plateau. Sacha Houlié, candidat de La République En Marche dans la deuxième circonscription de la Vienne. Bonjour. Face à vous, Olivier Chartier, président des Républicains et candidat à les Républicains UDI dans la deuxième circonscription de la Vienne. Bonjour. Alain Verdun, vous êtes le secrétaire départemental du Front National et également candidat dans la quatrième circonscription de la Vienne, candidat battu. Bonjour. Céline Cuvillier, vous êtes la représentante de la France Insoumise et candidate dans la première circonscription de la Vienne. Bonjour. Et puis, bonjour. Et puis en duplex avec nous de La Rochelle, nous retrouvons Olivier Falorni, candidat d'Hiver Gauche dans la première circonscription de la Charente-Maritime. Bonjour Olivier Falorni. À Niort, également en duplex de notre studio de la Clameur, nous serons avec Véronique Chaff-Gauthier, candidate Les Républicains UDI dans la troisième circonscription des Deux-Sèvres. Bonjour. Bonjour. Autre invité en duplex de Royan, Didier Quentin, candidat Les Républicains UDI dans la cinquième circonscription de la Charente-Maritime. Bonjour Didier Quentin. Bonjour. Enfin, en duplex d'Angoulême, nous retrouverons Jean-François Doré, président de Grand Angoulême et élu socialiste de la Charente. Bonjour Jean-François Doré. Bonjour à tous. Et puis, à mes côtés, Dominique Bria, politologue, qui analysera avec nous les leçons de ce premier tour des législatives en Poitou-Charentes. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté cette invitation. Avant de vous entendre, un petit rappel des principaux engagements et enseignements de ce premier tour des législatives en Poitou-Charentes. C'est signé Fabrice Bidot. Les électeurs ont qualifié les candidats de La République En Marche dans toutes les circonscriptions du Poitou-Charentes et ils sont en tête dans 13 circonscriptions sur 15. Jacques Savatier, dans la première de la Vienne, réalise le meilleur score avec plus de 42% des voix. C'est presque autant pour Sacha Houlié dans la deuxième circonscription. Dans le Sud-Vienne, le député Jean-Michel Clément, qui a renoncé à l'étiquette PS pour celle d'En Marche, se qualifie avec 40%. En revanche, à Châtellerault, Véronique Massonneau, qui elle est restée fidèle au PS, est fortement sanctionnée. Elle ne termine que 4e derrière Nicolas Turquois d'En Marche, Anne-Florence Bourrat des Républicains et même Alain Verdun du Front National. Dans les Deux-Sèvres, Delphine Batteau, elle aussi restée fidèle au PS, subit le vote sanction. Elle n'arrive qu'en 2e position derrière la candidate En Marche. À Niort, Guillaume Chiche réalise lui aussi un score à plus de 40% et c'est Nathalie Seguin de la France Insoumise qui profite des divisions à gauche et à droite. Dans le nord du département, Jean-Marie Fievé, lui aussi, a séduit plus de 4 électeurs sur 10. En Charente, même vague de fond. À Angoulême, Martine Pinville n'a pas résisté. L'ancienne ministre n'arrive qu'en 3e position, devancée par Martine Boutin de la France Insoumise et le candidat macroniste Thomas Mesnier. Malgré son implantation, Jérôme Lambert, le député sortant de la 3e circonscription, est en difficulté face à l'ancienne proche de Ségolène Royal, Madeleine Ngombe Bito. Enfin, dans la 2e circonscription, la candidate En Marche, Sandra Marceau, est en ballottage très favorable face au candidat républicain Daniel Sauvêtre. C'est en Charente-Maritime que les candidats En Marche sont les moins bien placés, sauf Frédéric Tufnel à Rochefort, qui devance de 20 points la maire de Fouras, Sylvie Marcilly. Dans la 4e circonscription, Raphaël Gérard est arrivé en tête, mais Loïc Girard, le maire de Gémozac républicain, n'a que 11 points de retard et l'attitude des électeurs du FN sera déterminante. Dans la 3e circonscription, la situation est analogue. Jean-Philippe Ardouin est en tête avec 28%, devant le candidat républicain Frédéric Neveu, mais les électeurs FN, France Insoumise et PS sont en arbitre. Enfin, 2 députés sortants sont en ballottage, plutôt favorable pour Olivier Falorni à La Rochelle, en tête avec plus de 36% des voix devant la candidate En Marche. Ballottage beaucoup plus difficile pour Didier Quentin à Royan, talonné par le candidat du Modem qui se revendique de La République En Marche, Gérard Potenec.
Voilà donc pour cet état des forces en région à l'issue de ce premier tour des législatives. Première question, et je m'adresse à vous, Jean-François Doré, en direct d'Angoulême. Avez-vous vécu ce premier tour comme une forme d'humiliation, voire une injustice pour le Parti socialiste ? Tout d'abord, si vous me permettez, moi je voudrais adresser à Martine, que je n'ai pas pu avoir hier soir, Martine Pinville, toute mon amitié et vraiment une pensée fraternelle pour elle, parce que c'est extrêmement dur ce qu'elle vient de vivre. C'est très très violent. Oui, c'est quelque part une humiliation, mais une humiliation qu'il faut relativiser dans la mesure où on est vraiment dans un cas de figure pratiquement unique de la Ve République, qui est qu'on a affaire à un tsunami, on avait affaire régulièrement à des vagues légitimistes pour appuyer une majorité pour le président qui avait été élu. Mais là, on est au-delà d'une vague, on est réellement sur une immense marée qui enlève tout sur son passage et qui ne reconnaît pas forcément les aspects positifs des candidats qui se présentaient dans les partis traditionnels ou qui se représentaient au nom des partis traditionnels. Jean-François Doré, précisément, le Parti socialiste réalise son plus mauvais score depuis que le parti existe. Je ne vais pas remonter à Épinay 71. Est-ce qu'il joue sa survie aujourd'hui ? Je crois que le Parti socialiste et les socialistes avaient déjà intégré ce risque de défaite massive. Je pense que tout va se jouer après les législatives dans un cadre de refondation. Sur un nouveau parti socialiste plus ouvert, plus en phase avec les préoccupations de nos concitoyens, moins autocentré sur lui-même et sur les égaux, plus fraternel, plus soucieux de l'environnement et de l'avenir de la planète. Voilà, je pense, et les pieds sur terre. Je pense que le Parti socialiste va se refonder. Moi, j'ai confiance, mais ça se fera maintenant après les législatives parce qu'il est pratiquement déjà trop tard, en tout cas sur notre circonscription. On vous retrouvera tout le long de cette émission, Jean-François Doré. Olivier Falorni en duplex de La Rochelle. 2017 ne ressemble pas à 2012 et vous êtes bien placé pour le savoir. Avez-vous le sentiment que l'électorat a considéré que l'affaire était pliée ? Sur le plan national, vous voulez dire, ou sur le plan local ? Les deux, mais en tous les cas, vous, la manière dont vous avez effectivement intégré ce premier tour. Parce que vous savez, vous l'avez remarqué, que sur La Rochelle et sur l'île de Ré, on ne fait pas comme les autres. Et le fait d'être en tête avec 10 points d'avance sur la candidate MoDem donne une singularité à cette circonscription, je crois que vous avez souligné. Alors sur le plan national, c'est vrai que j'ai entendu parler d'un tsunami. Je crois que le terme n'est pas forcément adapté parce qu'il est très négatif. C'est une déferlante très importante. Moi, à la fois, je me réjouis qu'il y ait une majorité maintenant assurée au Parlement pour le chef de l'État, mais je crois qu'au deuxième tour, il faudra veiller à un peu plus d'équilibre. Vous savez, tout ce qui est excessif peut être dangereux. Donc je crois qu'il faut une majorité présidentielle solide, elle est aujourd'hui acquise, mais il faudra aussi de la pluralité, et moi j'y contribuerai en étant un député libre dans la majorité présidentielle, si évidemment les électeurs me font confiance dimanche prochain. Ok, merci Olivier Falorni. On continue le tour de table et tour d'horizon en duplex de Niort avec Véronique Chaves-Gauthier. Les candidats, les Républicains, résistent dans 8 circonscriptions sur 15 en Poitou-Charentes, mais ils sont rarement en tête. Croyez-vous au sursaut pour éviter au pays l'instauration du parti unique, Véronique Chaves-Gauthier ? Je pense que effectivement c'est envisageable compte tenu du taux d'abstention qui est de 52%. Donc on est déçu, mais pas battu, et donc on appelle à une mobilisation. Aujourd'hui, M. Macron a effectivement obtenu la majorité. Il faut se poser les bonnes questions sur les circonscriptions. Qu'est-ce qu'on attend pour sa circonscription ? Est-ce qu'on veut un député compétent ou est-ce qu'on veut un député novice qui va faire sa formation pendant 5 ans à l'Assemblée nationale et qui ne portera pas le territoire. Donc je crois que la question, elle est vraiment importante et je laisse le choix aux habitants. Ils me connaissent, j'étais sous-préfète de ce territoire. Je suis à l'écoute, je suis disponible, j'ai porté des projets structurants. J'espère que pour le deuxième tour, ils sauront s'en souvenir. Didier Quentin, vous êtes en direct de Royan. Vous êtes le seul élu, les Républicains UDI, à virer en tête à l'issue de ce premier tour. Ballottage très serré, on l'a rappelé. Avez-vous le sentiment ce midi que la France est macronisée ?
C'est vrai qu'il y a une sorte de macromania qui vient peut-être d'ailleurs de ce qu'il faut le reconnaître, il faut être honnête, les premiers pas du président de la République, notamment sur la scène internationale, ont été plutôt satisfaisants. De là à vouloir une victoire écrasante du parti La République En Marche, il y a une marge. Je crois qu'il est très bon qu'il y ait des contre-pouvoirs. On ne peut pas aller vers un système de parti unique. Donc, il me semble qu'il faut équilibrer les choses et c'est ce pourquoi nous appelons un sursaut en vue de ce second tour pour que cela soit plus équilibré. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des attitudes négatives systématiquement et autres. Moi, j'ai employé cette expression de Macron-patible, c'est-à-dire que je suis décidé à voter pour ce qui me semblera aller dans le bon sens. En revanche, il y a certaines autres mesures qui me semblent pernicieuses, par exemple la hausse de la CSG de 1,7%. Alors, on va peut-être vous répondre sur ce plateau. Première question ici même, direction Sacha Houlier, où vous allez certainement réussir un grand chelem dimanche prochain. Pour autant, avez-vous ce midi la victoire humble à la vue et puis justement de la forte abstention? D'abord, moi, je voudrais avoir un mot de remerciement pour tous les électeurs qui ont souhaité donner une majorité au président de la République. Ils ont entendu le message. Ils ont entendu le message. Ils ont, en cohérence et comme on les avait toujours invités, porté haut les couleurs de la République En Marche et donc les couleurs de nos candidats. L'humilité, elle est évidemment de mise lorsque un électeur sur deux ne va pas voter. Et c'est la raison pour laquelle la mobilisation devra être renforcée dimanche prochain pour donner une majorité cohérente. Et puis, j'entendais quelques mots pour nous dire qu'il faudrait mieux quelques autres députés ou d'autres couleurs politiques. Moi, je dis d'abord, la cohérence avec les mesures qui sont adoptées. C'est-à-dire que le projet qui est celui du président de la République, il comporte un ensemble de mesures qui est un tout et qui permet à la fois de faire des économies, de libérer les énergies et de protéger les personnes. Et puis j'entendais dire aussi que les nouveaux venus ne seraient pas compétents. D'abord... c'est le procès d'incompétence ou une inexpérience, justement, que vous entendez depuis quelques jours. Laissez-moi vous dire, ou du moins argumenter en ce sens, que les gens qui ont été choisis, ils ont été choisis sur des critères différents, le renouvellement, la recomposition, donc l'origine politique très différente, très diverse de ces candidats, et surtout par la compétence. Du fait que ces gens viennent de la société civile, ont eu des métiers, ont eu des parcours de vie, et feront demain, je l'espère, si au deuxième tour de l'élection législative, la confiance leur est à nouveau faite, d'excellents députés. Allez, on poursuit la parole. Olivier Chartier, il y a eu un séisme présidentiel. Il y aura donc un séisme législatif. La droite, je l'ai dit, résiste dans 8 circonscriptions sur 15. C'est vous donc qui représenterez cette opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui ou pas? Nous verrons bien. Moi, je suis dans une situation que j'ai affichée dès le départ. Je n'ai pas attendu dimanche soir pour me positionner. Constructif à l'Assemblée nationale et utile au territoire. Donc, nous verrons bien ce qui se passera pour le parti politique, puisque c'était votre question, les Républicains, après les élections législatives. Moi, je préfère la réussite de mon pays à la réussite de mon parti. Et donc, je veux faire valoir mes droits dans cette élection, parce qu'avant de parler de la reconstitution des partis politiques, il y a bien sûr un second tour. Il se trouve que j'y suis et j'adopterai cette position qui est la mienne, qui fait partie de mes convictions profondes. Je préfère le compromis à la brutalité de la vie politique parfois. Et puis, il faut quand même se rendre compte à l'évidence. Nous avons un président de la République, Didier Quentin l'a rappelé tout à l'heure. Les premiers pas, notamment sur la question internationale, sont satisfaisants. Je regarde aussi les résultats. Je vois bien que dans des communes, ou même en 2012, où j'étais face à Madame Coutel, la situation était difficile pour notre famille politique à l'époque, déjà, et j'étais en tête dans un certain nombre de communes classées plus à droite. Aujourd'hui, je suis systématiquement assez loin, il faut le reconnaître. Et donc ça veut dire qu'une partie de notre électorat, la droite et du centre, et je le regrette, mais a choisi dès le premier tour un vote pour le candidat de marche, peut-être aussi que le choix d'un Premier ministre, Édouard Philippe, que je connais bien, a troublé les électeurs. Justement, on va l'aborder, ça fait partie de la thématique de cette émission. On va entendre constructif et utile, mais attention, effectivement, à cette assemblée, je rejoins tout ce qui a été dit, le tour de table avec monocolore et monochrome. Pas tous les œufs dans le même panier. Alain Merdin, pour le Front National, Marine Le Pen s'était donnée comme ambition de gagner la présidentielle. Elle l'a perdue. Elle s'est donnée comme ambition d'être la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Le pari semble également perdu. Est-ce que le moment est venu à l'autocritique au sein de votre parti? D'abord, merci de me donner la parole. Et puis, je voudrais remercier tous les électeurs, évidemment, qui ont voté pour nous dans cette élection législative.
Le parti n'est pas du tout perdu. Un parti n'est jamais perdu. Il y a 2 paris perdus. Oui, alors si le parti n'est pas perdu, les paris, ça peut être 2 paris perdus. Disons, on est peut-être un peu égaré, si on veut dire, mais il va y avoir certainement une recomposition, évidemment, de notre ligne politique, et Marine Le Pen, évidemment, va s'y attacher. Voilà, et de savoir pour quelle raison, évidemment, qu'on en est arrivé là. Mais le véritable sujet est de savoir, évidemment, c'est surtout cette élection qui a été quand même assez particulière, avec quand même plus de 50% d'abstention de vote. Donc il faut savoir l'électorat, où se trouve notre électorat. Je pense que les citoyens ont boudé les urnes. Les vôtres également. Donc, peut-être une partie. Alors qu'ils avaient été mobilisés pour la présidentielle. Certainement. Ils l'ont été moins. Peut-être une partie, ils l'ont été moins, mais je crois que nous allons certainement redessiner la carte électorale et savoir notre électorat où il se trouve. Et puis peut-être évidemment changer de stratégie. Mais on voit bien aussi qu'on est quand même la force politique d'opposition. On est toujours là. Mais ce que j'entends dans ce que tu es en train de dire, vous êtes déjà en train de faire de l'autocritique pratiquement. Non, c'est de l'autocritique positive, de telle façon que l'on puisse avancer et respecter nos électeurs. Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on se positionne, où est-ce que l'on est, où est-ce que l'on va. Voilà. Et je pense qu'on est toujours quand même un parti politique, on est ancré dans l'échiquier politique d'opposition, voilà, avec la France Insoumise, puisque actuellement il y a ce qu'on appelle... Elle va parler en son nom. Voilà, il y a disons, le dessin de la carte politique est en train de se faire. Donc les partis d'opposition, en ce qui nous concerne, nous sommes toujours le parti d'opposition. Et puis donc, il faut admettre quand même que nous sommes toujours là et je pense qu'on va continuer à être là aussi. Dernier tour de table avec vous, Céline Cuvillier, pour le parti de la France Insoumise. Justement, la France Insoumise passe de 19% à la présidentielle à 11%, je crois, pour les législatives sur le plan national. Est-ce que ce mauvais score, vous le mettez sur le dos de l'abstention, on l'a évoqué, ou plutôt des divisions à gauche, avec notamment le Parti communiste ? Oui, je le mets sur les deux. Et peut-être un troisième aussi, c'est la complaisance absolument incroyable des médias envers Emmanuel Macron, qui le porte au nu depuis qu'il est élu président. Bon, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose et il avance même masqué, puisqu'on voit que ces réformes ne sont pas annoncées clairement et à peine 4 jours avant le premier tour, on découvre, alors est-ce la vérité ou pas, mais on a... Vous parlez du Code du travail. Le Code du travail et l'avenir de notre sécurité sociale. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont soutenu la France Insoumise, parce que je ne l'ai pas fait. Eh bien justement, profitez-en, c'est le moment. Par rapport à la France Insoumise, vous êtes devant le PS en termes de force politique, devant Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que vous êtes la première force d'opposition à gauche aujourd'hui ? Nous, on aimerait dépasser ce clivage gauche-droite parce qu'il n'a plus vraiment de sens pour les gens. On propose un avenir, un plan d'avenir complet, c'est-à-dire que pour nous, la vie de l'homme, de l'humanité sur cette terre ne s'arrête pas à des considérations économiques qui concerneraient des mastodontes des sociétés qui ont atteint des masses critiques et qu'il faut absolument soutenir par toutes sortes de réformes du travail et autres contrats nationaux. Pour nous, la forme de bien vivre, c'est changer de logiciel. Donc ça concerne autant les gens de gauche que de droite et je crois qu'il faut se mobiliser autour de cette question. Dominique Breillat, vous allez nous éclairer justement sur ce qui s'est passé à l'issue de ce premier tour. Si les candidats macronistes virent en tête dans pratiquement toutes les circonscriptions de Poitou-Charentes, est-ce que c'est l'effet de la présidentielle ou plutôt les conséquences des divisions à gauche et à droite ? Les deux, en général. Je dirais qu'il y a souvent les deux. Il n'empêche qu'une telle avance dans beaucoup de circonscriptions, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu aussi souvent que cela. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que l'on a eu soit des élections dans un contexte de dissolution, mais je dirais de dissolution comprise par l'électeur. C'est pour ça que j'écarte celle de 97, mais je pense à celle de 62 ou de 68, où soit lorsque l'on a eu des élections dans la foulée d'une élection présidentielle 81, 88, 2002, 2007, 2012, à chaque fois, ça a été en faveur de la présidence de la République. Du parti du président. Justement, pendant la campagne présidentielle, on a souvent entendu le mot dégagisme pour expliquer l'effondrement des partis traditionnels. En Charente, précisément, la sanction est tombée hier soir pour l'ex-ministre du Commerce et de l'Artisanat, Martine Pinville, dans la première circonscription de la Charente. Elle est éliminée dès le premier tour. Voyez le reportage de Bruno Pilet et Cécile Landais. 38% pour ce premier pas dans la politique.
Thomas Meignet, 31 ans, jeune médecin urgentiste à Angoulême. Il a notamment profité du mouvement d'Emmanuel Macron. J'essuie beaucoup les plâtres depuis 1 an avec mon engagement En Marche. Je suis novice en politique, mais pas novice d'expérience dans la vie et dans mon engagement dans la société civile. Je le vivrai avec détermination et envie, comme mon engagement pour En Marche depuis 1 an. Un peu plus tôt dans la soirée, avant les résultats, au siège de Martine Pinville, on envisageait déjà un mauvais score, mais pas forcément une élimination dès le premier tour. On avait déjà vu quand même pour ces présidentielles qu'il y avait une forte tendance avec l'élection du président, d'Emmanuel Macron, qu'il y avait une forte tendance à vouloir un petit peu, à reformer un petit peu d'autres équipes et peut-être rejeter un petit peu les partis politiques. Depuis hier soir, Martine Pinville n'a pas répondu à nos sollicitations. Autre perdante, Élise Vouvet, la candidate des Républicains, qui a obtenu 11,44%. Un mauvais score dû en partie à la division de la droite. Le paysage politique en Charente est désormais en pleine recomposition. Retour en duplex d'Angoulême. Jean-François Doré. Martine Pinville a-t-elle fait les frais du dégagisme ? Oui, en partie de ce besoin effectivement de renouvellement des politiques. Alors je vous pose la question différemment. Est-ce qu'elle a fait une bonne ou une mauvaise campagne ? Elle a fait une campagne dans un contexte extrêmement difficile, avec un positionnement qui était extrêmement difficile à tenir. C'est-à-dire s'inscrire effectivement dans la majorité présidentielle. Et ça, c'était extrêmement difficile à tenir. Non, parce que je note, pourquoi je vous pose la question, Jean-François Doré, parce que je note que d'autres ministres s'en tirent mieux. Marisol Touraine, Stéphane Le Foll, qui évidemment, eux, arrivent à se maintenir, et pas Martine Pinville. C'est sa défaite personnelle ou celle du quinquennat Hollande ? Moi, je le mets plutôt sur le dos du quinquennat Hollande, et puis une immense volonté de renouvellement des politiques, et puis une division de la gauche. Une division de la gauche, c'était impossible avec ce tsunami, parce que je persiste à dire que c'est un tsunami, parce qu'un tsunami, c'est le dégagisme et ça détruit tout. Donc j'insiste pour dire que oui, c'était un tsunami. Et puis une division entre les Verts d'un côté, le Front de gauche et le PC, la France Insoumise, le PS et le PRG. Voilà, on a quatre candidats qui dispersent les voix dans un contexte, effectivement, où il aurait fallu s'unir et se rassembler. Olivier Falorni, avez-vous le sentiment que les électeurs ont voté pour une élection législative ? Ils ont voté d'abord sur une étiquette, en tout cas sur l'ensemble de la région Poitou-Charentes, c'est très net. Ils ne l'ont pas fait ici dans la première circonscription, mais globalement, je comprends l'amertume d'un certain nombre de députés sortants qui n'avaient pas démérité et qui ont été balayés par cette déferlante. Et je ne crois pas qu'il faille parler de tsunami parce que c'est anxiogène, mais cette déferlante qui, aujourd'hui, a fait en sorte que les deux grands partis structurants de la vie politique depuis le début de la Ve République, aujourd'hui sont en lambeaux. C'est un constat. Et quand on voit que le candidat socialiste Benoît Hamon est éliminé au premier tour, là on voit bien qu'il y a aujourd'hui un profond séisme en France. Et je le disais, je crois que notre pays a besoin d'équilibre. Il a besoin aussi d'avoir à l'Assemblée nationale des voix qui ne soient pas divergentes, mais différentes. Moi, je n'ai pas envie que l'Assemblée nationale devienne une cage dorée pour perroquets. Et je serai un candidat et un député libre, et je ne serai pas l'hologramme de je ne sais quel candidat à l'élection présidentielle. On va vous répondre sur ce plateau, Olivier Falorni, justement. Sur ce plateau, est-ce que vous avez le sentiment que cette campagne législative a véritablement eu lieu, Sacha Houlié ? Écoutez, oui, il y a d'évidence. Et moi, j'entends les critiques assez acerbes qui sont celles selon lesquelles les candidats En Marche n'auraient pas de libre arbitre, seraient des hologrammes, seraient des perroquets. Quel mépris ! Quel mépris ! Après les messages qu'ont adressés les électeurs, après la confortation qui a été celle du président de la République avec les résultats, avec une mobilisation, pour le coup, de l'électorat qui était celui qui a porté le président de la République. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans les parcours que j'ai décrits tout à l'heure, qui sont des gens issus de la société civile et qui sont très divers, il faut le reconnaître, on a de la compétence, on a aussi du libre arbitre et de la critique. Et c'est ce qui nous permettra, à la différence de ce qu'on a trop souvent connu, il est vrai,
dans le cadre d'une majorité trop forte. Et bien d'avoir une majorité constructive, y compris si elle est très largement macroniste. Alors autour de cette table, cette fameuse campagne, elle a eu lieu ou pas, Olivier Chartier? Pour plaire à Olivier Falorni, j'emploierai pas le mot de tsunami, mais disons que la vague a été forte. C'est une marée coefficient 110, assez exceptionnelle, qui est arrivée. Donc moi, je ne veux pas taxer en incompétence qui que ce soit. Mon challenger est quelqu'un de talentueux, mais enfin quand même, reconnaissons que c'est la victoire aujourd'hui du président de la République, avant toute chose, plutôt que celle d'individualité sur le terrain. Il faut avoir, je crois, l'honnêteté de le reconnaître, ce qui n'enlève pas les qualités, les mérites de chacun. Donc nous verrons bien. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Falorni à l'instant. Constructif, oui. Utile. Le pays on le voit bien, est exsangue. Les réformes économiques vont essentiellement dans le bon sens. Je pense à la refonte du RSI, je pense à la baisse des charges, je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires. Il y a tout un sujet sur lequel nous serons d'accord. On sera peut-être moins d'accord sur la CSG, il pourrait y avoir un débat. Le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Il peut y avoir un sujet sur la question de la fiscalité de la famille. Il peut y avoir la question sur la hausse du diesel. Il peut y avoir aussi la question sur la taxe d'habitation, sur le métier même, enfin le métier de député sur le terrain, parce que c'est vrai que comme ils sont nouveaux, ils n'ont pas l'expérience. Je préfère l'expérience à la compétence. Et donc, on peut valoir une expérience. Madame Chaflenoir l'a dit, je partage. Il faut faire... Le député, c'est 2 jambes. À Paris, à l'Assemblée pour les réformes, et sur le territoire, nos territoires en ont bien besoin, Poitou-Charentes, de députés puissants pour porter des projets. Donc voilà, c'est ça que nous allons faire valoir, mais c'est clair qu'il y a une vague nationale très forte. Didier Quentin, en duplex de Royan, face à une abstention record, plus de 51% sur le plan national, peut-on parler d'adhésion au programme du chef de l'État pour autant ? Non, c'est peut-être un peu vite dit, mais je reprendrai un peu l'image là d'Olivier Chartier. Moi, je crois que c'est effectivement une grande marée avec un coefficient très très élevé. Alors, je mets en garde parce qu'on sait bien ça au bord des côtes. Plus le coefficient est élevé pour la marée, plus le ressac va profondément. Donc, il faut faire attention sur ces majorités trop écrasantes. Alors, par rapport à l'abstention record, justement, par rapport à la question de l'abstention record, oui, alors là, je crois qu'une des raisons, c'est que les hommes et les femmes politiques ne sont plus crédibles. Alors, il y a un pari qui est fait sur le président Macron, qui apparaît comme jeune, nouveau. Et méfions-nous aussi, parce qu'il ne faudrait pas que ce jeunisme, ce bougisme, ce dégagisme aboutisse à l'amateurisme. Il y a une prime à la marque, si je puis dire. Moi, dans ma circonscription, j'ai un candidat qui n'avait pas l'investiture officielle. Il a mis une photo où le président Macron est plus grand que lui-même, et puis il a prétendu être En Marche. Il l'a inscrit sur ses bulletins. Eh bien, ce garçon, qui est très peu connu dans la circonscription, qui n'est pas un perdant de l'année parce qu'il a une soixantaine bien tassée... Malheureusement, il n'est pas là pour vous répondre, mais ce n'est pas le candidat Quentin. Bah oui, celui qui répond par rapport à la question, parce que malheureusement les absents n'ont pas forcément tort, mais donnez-lui la possibilité de vous répondre. Mais la question par rapport à l'abstention et le fait qu'effectivement ce ne soit pas un blanc-seing pour le programme du chef de l'État. D'une part, je crois que c'est le manque de crédibilité de beaucoup. Le chef de l'État apparaît comme tout nouveau, tout beau, donc on lui fait crédit. À certains égards, on a tout intérêt à ce qu'il réussisse pour la France, pour notre pays. C'est bien évident. Il ne faut jamais jouer la politique du pire. Alors, mais là aussi... J'ai mis une crainte, c'est que la déception peut être à la mesure de l'enthousiasme. C'est pour ça qu'il faut des équilibres, il faut des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait un vrai débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale à venir. Merci Didier Quentin. Après Royan, Niort, Véronique Chaflenoir, justement, que nous dit l'abstention qui semble devenue le premier parti de France pour autant? Est-ce que les électeurs ne sont plus convaincus par les hommes et les femmes politiques de ce pays? Vous l'avez ressenti durant votre campagne? Absolument pas. Je crois que j'ai fait 6 mois de campagne, donc j'ai été écoutée, j'ai été entendue. On parle d'une déferlante, d'une marée, d'un tsunami, peu importe le mot. Je crois qu'aujourd'hui, les électeurs ont besoin d'être entendus. Je crois que c'est un vrai message. Je pense que tous, autant qu'on est, on les écoute, on les comprend. Je pense que aujourd'hui, il y a cet effet de mode que, comme je l'évoquais. C'est surtout une vraie question parce que ça remet en cause la démocratie. Ça remet en cause les institutions dans leur ensemble. Et puis notre esprit critique. Le fait d'avoir un parti unique,
ça ne pourra pas tenir dans le temps. Il risque d'y avoir des scissions, soyons honnêtes. Et puis, toute politique se fait de façon raisonnée, modérée et avec un équilibre entre différents partis. Merci. Justement, beaucoup d'élus, Véronique Chaff-Gautier. En disant que je suis quelqu'un de constructif, mais par contre, je serai particulièrement vigilante sur les propositions de loi de M. Macron. Je rappelle quand même que le pouvoir d'achat va être mis à mal et que autant je porterai beaucoup de propositions de loi du gouvernement, autant je serai excessivement vigilante par rapport au pouvoir d'achat des habitants et des citoyens. On aura l'occasion de vous répondre ici sur le plateau précisément. Justement, beaucoup d'élus sortants avaient choisi de ne pas se représenter, laissant le champ libre à de nouveaux visages et notamment au Parti socialiste. Eh bien, cela n'a pas suffi comme dans la première circonscription de la Vienne, où le candidat de La République En Marche est en tête, alors qu'il est un parfait inconnu dans le paysage local. Voyez ce reportage de Marie-Ange Cristofari et Laurence Couvrant. C'est la fin de plus de 30 ans de mainmise quasi ininterrompue des socialistes sur la première circonscription de la Vienne. Les électeurs ont préféré le candidat de La République En Marche et largement avec plus de 40% des voix. Nous arrivons en tête pratiquement dans toutes les communes, je crois peut-être même dans toutes les communes, avec des scores qui sont assez élevés, ce qui je crois montre la volonté des électeurs de ce département et en particulier dans la première circonscription de la Vienne, de permettre au président d'avoir à l'Assemblée nationale une majorité solide et cohérente. Derrière lui, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon se qualifie pour le second tour avec 15% des suffrages, dans la suite logique de la présidentielle, où le candidat de la France Insoumise avait réalisé d'excellentes performances sur ce territoire. Reste à trouver des réserves de voix et convaincre pour le second tour. On a un fort taux d'abstention, donc ça veut dire qu'il faut remettre les gens sur le chemin des urnes parce qu'on ne peut pas s'habituer à un tel fort taux d'abstention. C'est pas possible. Il faut que les gens prennent conscience que c'est leur avenir qui se joue et qu'ils ont un pouvoir dans les mains, c'est le bulletin de vote. À droite, pour les Républicains, Jacqueline Degre, déjà candidate en 2007 et 2012, est troisième avec environ 11%. Elle est éliminée. On va avoir une Assemblée nationale quand même très monocolore, avec des députés qui arrivent d'un petit peu partout, des ouvriers de la 25e heure, qui pour la plupart ne sont pas habitués ni au terrain, ni au travail avec les élus. Et ils vont avoir, à mon avis, le doigt sur la couture du pantalon. Vient ensuite le Front National. Le camp socialiste, actuel détenteur historique de ce fauteuil, est sous la barre des 10%. Dominique Breillat, avez-vous un précédent politique où il suffit d'une étiquette justement pour être élu ? Oui, on avait eu ce genre, je dirais, d'élection, par exemple, lors de la dissolution de 1968. C'était Alexandre Sanguinetti qui avait eu des propos assez ironiques à cet égard que je ne voudrais pas rapporter ici. Ce serait désobligeant pour les candidats d'En Marche. Pour vous, 2017 égale 1968, c'est vraiment identique ? C'est pas identique du tout. Mais en 1968, on avait eu en effet une vague, alors je ne sais plus quel terme utiliser, bien entendu, mais on avait eu en effet une situation de ce type et qui avait fait que le Parti socialiste avait perdu, je dirais, une part très importante. Ce qui a amené au congrès d'Épinay 71, sa reconstruction. Et ça, plus l'élection présidentielle de 1969 également, qui avait été aussi Gaston Defferre faisant 5,1% en 69. Jean-François Doré, je me retourne vers vous en direction Angoulême. Faites-vous partie de ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut laisser sa chance à Emmanuel Macron? On a entendu cette petite ritournelle. Écoutez, il a été élu, il est légitime. Bien sûr qu'il a toute la légitimité pour exercer son mandat de président de la République avec une majorité. C'est ce que les Français lui ont dit. Mais attention aux lendemains qui vont être difficiles. Parce que les majorités ni de droite ni de gauche, c'est valable aujourd'hui. Est-ce que ça sera valable dans quelques mois, dans quelques années? Qu'est-ce qui se passera à un moment donné quand on va s'attaquer dans le dur des lois sociales ou inversement lorsqu'on va proposer des projets de loi qui seront un peu plus sociaux? Est-ce que cette majorité va tenir? Si elle ne tient pas, si ces députés reviennent dans leur circonscription, qu'ils sont très critiqués, voire violemment critiqués, à un moment donné, il y aura un retour de bâton. Et la France pourrait devenir, c'est la question qu'il faut se poser à terme, est-ce que la France sera gouvernable? Et on sait bien que si le pari est raté,
eh bien, on s'orientera. Le risque, c'est de s'orienter vers les extrêmes. Et c'est jamais très bon pour une démocratie. Céline Cuvillier, ici sur ce plateau au nom de la France Insoumise, elle va se traduire comment, votre opposition maintenant ? Alors déjà, moi j'aimerais parler de la génération dont on ne parle pas, parce qu'ici on sort d'une sorte de gérontocratie, on voyait toujours les mêmes depuis 50 ans à la tête de l'État, et tout d'un coup on nous présente des nouveaux trentenaires ou quadras au mieux. Donc moi je pense qu'on a fait l'impasse sur toute une génération qui à la fois a connu les gens issus de cette génération qui ont fait le Conseil de la Résistance. Moi j'ai des grands-parents qui ont fait la Résistance, qu'on fait la guerre du rail, donc je connais la valeur de ces gens, je suis le témoin vivant encore de ces gens-là, et j'évolue avec la société du numérique, puisque je fais... Et donc c'est bénéfique ou pas bénéfique? Comment faut-il l'entendre, ce que vous êtes en train de nous dire là? Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire du jeunisme pour du jeunisme, il faut un renouvellement, mais il faut aussi faire la part des choses et voir qu'il y a une génération qui est forte de son expérience, qui fait le lien entre ce monde d'avant dont M. Macron ne veut plus, il dit qu'elle n'est plus faite pour la société du numérique de demain. Vous avez peur d'une génération sacrifiée, politique? D'une génération sacrifiée et surtout une génération détentrice peut-être d'une clé, de la part de son expérience. Et moi, je veux porter cette expérience et cette clé-là. Didier Quentin, depuis Royan, depuis l'inversion du calendrier, il ne vous a pas échappé que les législatives sont totalement écrasées par la présidentielle. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Non, pas vraiment. Je reprends la formule de notre politologue. Il n'a pas osé aller jusqu'au bout. En 68, on disait « plus le candidat est transparent, mieux on voit le général derrière ». Il arrivait même que parfois on compare le candidat inconnu à un animal qui nous est cher dans les Deux-Sèvres et qui donne un excellent fromage. Vous voyez de quoi je veux? Tout à fait. Alors, tout à fait. Ça peut être très dangereux. C'est même un emblème. Je note aussi que ces majorités pléthoriques, méfions-nous. En 93, la droite et le centre avaient connu une majorité tout à fait inédite. Il y avait près de 500 députés. Le Parti socialiste en était arrivé à 57 députés. Tout ça n'a pas très bien marché. Il y a eu le combat entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Et 4 ans après, on a perdu les élections et c'est Lionel Jospin qui les a gagnées. Donc, méfions-nous de ces majorités trop importantes. Et je le répète, il faut qu'il y ait ces contrepoids, et il faut qu'il y ait des députés qui soient certes jeunes, qui peuvent incarner un certain renouvellement, mais il ne faut pas tomber dans l'amateurisme complet. Je me méfie beaucoup de cette mode de la société civile qu'on nous chante sur tous les tons. Dans le passé, ça n'a pas donné de si brillants résultats. Olivier Falorni. Je crois que la compétence, l'expérience, c'est tout à fait essentiel. Merci. Olivier Falorni, depuis La Rochelle, est-ce que les primaires au sein des partis ont-elles encore un sens ou ont-elles, pour vous, selon vous? Vous savez, je crois que l'abstention aux législatives, c'est aussi le ras-le-bol des citoyens, parce que ça fait 1 an qu'on est dans une campagne politique permanente. On a eu les primaires de la droite, les primaires de la gauche, l'élection présidentielle, les élections législatives. Cela fait 1 année de bloquer pour une campagne électorale. Donc je crois qu'à un moment, il y a une lassitude et quelque part, les élections législatives en ont été la victime collatérale. Par ailleurs, la question du quinquennat, à mon avis, se pose. Ne faut-il pas réfléchir demain à un septennat non renouvelable et une dissociation entre l'élection du chef de l'État et l'élection à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait peut-être d'avoir cet équilibre nécessaire. Vous savez, moi j'ai été député pendant 5 ans. J'ai vécu ce que pouvait être l'affrontement stérile entre la gauche et la droite. Vous savez, en 2012, moi j'ai été élu au-dessus des clivages. Et j'ai vu comment il pouvait y avoir une opposition systématique, j'allais dire, bête et méchante, et une majorité, souvent, qui votait même contre la conscience. Vous savez, Victor Hugo disait « il faut toujours préférer la conscience à la consigne ». Certains de mes collègues préféraient la consigne à la conscience. Alors, on va justement évoquer... la victoire d'Emmanuel Macron permettra de faire privilégier la conscience sur la consigne. Sur ce plateau, on va vous répondre par rapport à cette histoire d'inversion. On a souvent évoqué les bienfaits, la face lumineuse du quinquennat. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir justement la face sombre de ce quinquennat, du quinquennat, Alain Verdun, sur cette question, inversion du calendrier ou pas? Est-ce que ça vous chagrine ou pas du tout? Au contraire, il ne faut rien changer. Non, mais je crois que tout a été dit là il y a quelques minutes concernant depuis 1 an toutes les élections, notamment sur les primaires. Donc là, on ne parle pas d'inversion évidemment du calendrier. On parle qu'on a totalement gavé les citoyens d'élection en élection. On se rappelle de la primaire de la droite avec les Républicains. Il y a Fillon qui part en tête au départ. C'est comme si on avait vécu une élection présidentielle.
présidentielle. Sur les institutions, aujourd'hui, il y a un quinquennat, des législatives qui arrivent après la présidentielle. On voit que parfois ça perturbe, on est en campagne permanente. Oui, ça perturbe évidemment le calendrier, c'est clair, et les citoyens sont un peu perdus dans ce sens-là, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'écarter non plus du système de la présidentialisation que le général de Gaulle avait mis en place avec la Ve République. Il faut faire très attention de telle façon qu'il y ait ce qu'on appelle une majorité. C'est le cas, mais ce n'est pas une majorité qui est liée actuellement avec la majorité de Macron comme un tsunami, c'est une majorité qui a été provoquée. Donc il faut bien se dire une chose, c'est qu'actuellement, nos concitoyens sont complètement perdus. Olivier Chartier, sur cette question des institutions. C'est vrai que moi je pense qu'un septennat non renouvelable, ça permet d'avoir le temps de travailler et en même temps de ne pas être en campagne permanente, parce qu'on voit bien que les électeurs sont lassés. S'il y a 50% de gens qui ne votent pas, c'est aussi qu'à un moment donné, il y a un certain ras-le-bol, parfois même des candidats qui sont un peu en campagne permanente, alors qu'on voudrait agir. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre, évidemment, entre à la fois donner au président les moyens d'agir, sinon c'est l'impuissance, et en même temps avoir effectivement un contrepoids, comme le disait Didier Quentin, pour que lorsqu'il faut avoir un débat, parce que ce qui est important, c'est d'avoir le débat. Corriger un texte, c'est toujours bien. La logique du presse-bouton sans débat, c'est ça. Est-ce que ce texte peut rester pendant des mois et des mois et des mois dans les fameuses navettes ou reste bloqué, ce qui permet pendant ce temps-là de ne pas faire avancer? Il faut voir, mais je pense que vous avez raison, il faut trouver encore une fois un équilibre. Aujourd'hui, on n'est pas, à mon avis, tout à fait à l'équilibre. Le pluralisme n'est, à mon avis, pas garanti. Et donc, offrez dimanche ce pluralisme à l'Assemblée nationale qui permettra le débat. Sacha Houlier, justement, sur ces institutions, inversion du calendrier des législatives qui n'existent plus en tant que tel, ce troisième tour qui ressemble à un troisième tour de la présidentielle, vous êtes favorable à une modification ou pas du tout de cette 5e République, de ces institutions? Non, mais parlons un peu d'institutions, parce que ce qui s'est passé tout de même, et ce qu'on ne commande pas suffisamment, c'est qu'il y a beaucoup de sortants qui ne se sont pas représentés par l'effet de la loi du non-cumul des mandats. Et ce qui est salutaire et ce qui permet à de nombreux visages inconnus de la République En Marche, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des travailleurs de l'ombre, des gens qui ont milité, puisque notre parti n'a qu'un an, des gens qui ont milité au quotidien, tous les jours, pour construire, pour se faire une expérience politique, et pour finalement porter le projet qu'ils ont contribué à écrire aussi. On veut les faire passer pour des benets, des idiots. Voilà, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont développé le projet du président de la République, qui l'ont créés dans les comités locaux et qui sont loin d'être les presse-boutons ou les moutons qu'on veut bien nous décrire. Donc ça, faisons très attention. Ça, c'est pour ce qui concerne. Sur la respiration démocratique, on a beaucoup évoqué, par exemple, le projet d'une proportionnelle. Oui, mais c'est pas le cas. Est-ce que vous, République En Marche, vous seriez favorable à ouvrir la proportionnelle? C'est un élément du programme que l'on a mis sur la table et ce qui sera étudié dans le cadre de la réforme des institutions qu'on pourra apporter. En revanche, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit également sur ce programme qui est discuté, certains nous disent qu'ils en partagent des morceaux. Mais ce programme, il n'est cohérent que dans son ensemble. On ne peut financer l'assurance chômage pour tous, en donnant des droits à tout le monde, que si on demande des efforts à certains. Et la différence qui est la nôtre, c'est que nous annonçons qui va faire ces efforts et comment le programme tient dans son ensemble. Dominique Brillat, ce sera le mot de la fin avant de clore cette émission. Est-ce qu'il faut s'attendre dimanche soir à un deuxième tour qui confirme ce premier tour? Vraisemblablement oui, parce que c'est toujours comme cela. C'est rarissime lorsqu'il y a, je dirais, un reflux. On a pu le voir en 1967 par exemple, mais c'est quand même rarissime et ça l'est encore plus depuis qu'on a ce calendrier. Alors... moi, personnellement, j'ai toujours été favorable au septennat non renouvelable, qui m'apparaît une excellente chose. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que quelle que soit la technique ou le système que vous avez, on est toujours en campagne électorale, car on attend toujours l'élection suivante. Alors maintenant, on va avoir un répit de 2 ans, parce que les prochaines élections, ce sont les élections européennes, mais dès qu'elles seront passées, on commencera à penser aux élections municipales, etc. Et les élections intermédiaires, justement, sont souvent un marqueur. Exactement, exactement. Et ça, c'est toute l'histoire de la Ve République, que cette histoire des élections intermédiaires. Merci à tous les 4 ici sur ce plateau, à 5 en comptant Dominique Brillat, et à vous 4 qui étiez en duplex de La Rochelle, de Niort, de Royan et d'Angoulême d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, prochain rendez-vous avec l'actualité politique et spéciale législative, c'est ce soir à partir de 19h pour une édition spéciale. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet pour connaître tous les résultats, circonscription par circonscription. Je remercie également toutes les équipes de France 3, Poitou-Charentes, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Très belle après-midi à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous en ce qui nous concerne dimanche prochain, 19h pour vous faire vivre ce deuxième tour de l'élection législative. Et dès 19h, 20h15 pour une émission
grande région. Et nous vous retrouvons pour la partie France 3 Poitou-Charentes à partir de 21h15, 22h pour vous faire vivre justement les temps forts de ce deuxième tour des législatives dans les 15 circonscriptions de Poitou-Charentes. Très bon après-midi à tous et à très bientôt.